Du coup, dans la session qui a été la mienne, j'ai insisté plus sur l'histoire de la zone franc et très peu sur l'économie, si je puis dire. Et, et donc, ce que je vais synthétiser cet après-midi, c'est un peu cette session sur l'histoire de la zone franc, euh, avec 4 points. Euh, les débuts, ensuite l'aménagement de la zone après la Seconde Guerre mondiale, ensuite les débats au moment des indépendances et l'actualité de la zone. Et la thèse que j'essaie de défendre, c'est que l'histoire et l'actualité de la zone franc épousent vraiment les contours de la violence esclavagiste, coloniale, post-coloniale, mais en même temps, l'augmentation du nombre de parties prenantes crée un espace d'incertitude et donc d'opportunités et de menaces. Sur l'histoire de la zone franc, je vais aller assez vite parce que la genèse est assez bien connue. On la démarre souvent avec l'abolition de l'esclavage en 1848 et le fait parce que vous savez que dans le Code noir, les esclaves étaient considérés comme des biens meubles, donc il fallait payer les esclavagistes en contrepartie de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est avec ces ressources que 5 ans après, en 1853, va être créée la Banque du Sénégal, qui elle-même deviendra en 1901 la Banque de l'Afrique de l'Ouest, donc la BAO, qui est l'ancêtre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et donc, c'est intéressant de voir que quand nous parlons aujourd'hui de servitude monétaire, il y a des éléments précis liés à la fin de l'esclavage qui renvoient à la construction de cette banque centrale qui émet le franc CFA. Alors, vient en complément de cette histoire longue de la monnaie la création des zones d'arrangement monétaire. Et les zones d'arrangement monétaire démarrent après la guerre d'Espagne, après la guerre contre l'Espagne, avec la zone d'arrangement monétaire de la Jamaïque, que les Américains créent en 1901. Mais pour l'Afrique, ce sont les Britanniques qui démarrent en 1913 avec la zone d'arrangement monétaire de l'Afrique occidentale, donc avec des pays comme le Ghana, la Gambie, le Togo, le Cameroun. Et en 1919, avec la zone d'arrangement monétaire de l'Afrique de l'Est, avec des pays comme le Kenya, la Tanzanie, etc. Et ces deux zones vont devenir la zone sterling bien plus tard, en 1939. Donc, les Français ont démarré dans le contexte des années 20 avec la crise et cette idée du protectionnisme pour garantir un marché captif. Donc, la zone franc naît en 1939 et le CFA va naître juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où la France ratifie les accords de Bretton Woods. Et le 26 décembre 1945, la décision est prise de séparer la monnaie des colonies de la monnaie de la métropole. Et ce qui est intéressant, et nous en avons discuté lors du séminaire, c'est qu'il n'y avait pas de débat idéologique en 1945 au moment de la création du CFA.
c'était une mesure de type technique, puisqu'on a constaté que durant la guerre, le taux d'inflation en métropole était de 150%, alors qu'il était à peine de 30% dans les colonies. Et donc l'idée, c'était simplement ne pas arrimer au dollar des espaces qui avaient des taux d'inflation aussi différents. Et c'est pour ça qu'à la création du CFA, un franc CFA valait 1,70 francs français pour marquer justement la force supérieure de la monnaie coloniale du fait de la faible inflation qui était dans les colonies. Alors c'est intéressant parce que à l'Assemblée nationale française, René Plévin, qui était ministre des Finances, a essayé de... En fait, dans son discours, il dit, je cite, « La création du franc CFA marque sur le plan monétaire la fin du pacte colonial parce que prenant en compte la disparité des évolutions économiques dans la zone. » Donc, c'était très intéressant. Nous pourrons revenir là-dessus. Donc, 3 ans après, le 17 octobre 1948, il y eut une deuxième dévaluation du franc français métropolitain vis-à-vis du dollar, qui mécaniquement fera que le franc CFA vaudra 2 francs français métropolitains. Okay. Et à partir du 17 octobre 1948, on va adopter le principe de l'unité monétaire de la métropole et des territoires d'outre-mer. C'est-à-dire qu'on ne va plus accepter qu'il y ait des différences intra-zones francs, si je puis dire, mais chaque fois qu'il y aura des dévaluations du franc français vis-à-vis des autres monnaies, il y aura des dévaluations du même montant, alors même que les conditions économiques dans les colonies ne validaient pas forcément ce degré de dévaluation. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant à mettre en évidence. Alors, un autre point, toujours à ce niveau des aménagements, c'est qu'il y a eu des débats très intéressants au niveau du Conseil économique français dans les années 50. Et il y a un auteur, Émile Miraut, qui était sénateur, président de la Société d'économie politique, qui critiquait le CFA. La citation est un peu longue, donc je vous en fais grâce, mais j'ai juste pris un bout, et il dit qu'il faut, à propos du régime de change, un équilibre vrai, préférer un équilibre vrai à une stabilité artificielle qui risque fort de n'être qu'une illusion administrative. Et je trouve que c'est très intéressant. Je vous ferai passer le texte et vous verrez la citation, elle est très très intéressante. Il y a eu également des débats au niveau du Trésor français sur la question de la fixité ou de la flexibilité des changes. Et ce qui a fait que la fixité des changes a été retenue, c'est le risque d'éclatement de la zone, mis en évidence par un certain nombre d'économistes du Trésor. Ça, c'est du côté français. Du côté africain, vous avez un rapport qui va faire beaucoup de bruit, le rapport Denizet, Jean Denizet, qui est un fonctionnaire des Nations Unies, qui, en 1959, va produire un rapport sur le Togo. Parce que le Togo, en 1958, ayant opté pour l'indépendance, réfléchit au régime monétaire qui va être le sien. Et donc, Jean Denizet va faire un rapport qui va montrer que le Togo pouvait sortir de l'union monétaire ouest-africaine et avoir sa propre monnaie. Et ce rapport va beaucoup inspirer Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise, qui va opter pour la sortie du Togo de l'union monétaire et donc qui ne va pas signer le traité de mai 62. Un autre rapport
fera date, c'est celui de Daniel Kabou. Alors, Daniel Kabou, son rapport date de 1960. C'est un Sénégalais, gouverneur de Saint-Louis, qui sera plus tard le premier secrétaire général de la BCEAO et qui va proposer l'Union africaine des paiements en 1960. Donc, il va demander qu'il y ait des monnaies nationales avec, au-dessus, le compte d'opération du Trésor français qui serait remplacé par une simple ligne de crédit. Il dit que ce sera un FMI à l'africaine et il appelle son système l'Union africaine de paiement. Et Samir Amin reprendra ça en 1969 à la demande du président nigérien Mani Diori. Et j'ai vu dans un papier de Christian de Boissieu en 83. Et bon, je n'insiste pas parce que Bruno, qui est spécialiste de la pluralité des régimes monétaires, reviendra sur cette question. Mais il me semble important de rappeler ça. Il y a eu les papiers de Doudou Thiam et de Raphaël Salaire, qui était ministre des Finances de la Côte d'Ivoire. J'insiste là-dessus parce que c'était un entier qui était le premier ministre des Finances d'Oufoué. Et donc, c'est pour dire qu'au début des années 60, on a eu beaucoup de débats sur l'optimalité de cette zone. Et je vous fais grâce de ce que vous savez déjà, la sortie de la Guinée en 1958, le fait que Modibo Keïta au Mali sort en 1962 est quelque chose de très passionnant. Troisième point, troisième et avant-dernier point, c'est après les indépendances. Alors, ce qui se passe juste après les indépendances, c'est que sur la séquence 62-70, finalement, on n'a pas eu beaucoup de débats. Je pense que l'autre point de crispation fut vraiment les années 70, le début des années 70, avec la remise en cause par les chefs d'État africains. Alors là, pour le coup, les chefs d'État africains furent, comme on dit, au début de la fronde, une fronde qui démarre début 72 par le président mauritanien et le président malgache, le président nigérien. Et donc, ces chefs d'État demandent à la France la révision des accords de coopération et même la suppression de ces accords parce qu'ils jugeaient que ces accords étaient dépassés, inégaux. Alors, Pompidou essaye d'anticiper les choses en disant « mais nous allons faire des aménagements ». Et alors, il coupe l'Afrique en deux, la zone franc en deux. Il demande à Giscard, qui était son ministre des Finances, d'aller en Afrique centrale. Et lui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, Giscard fera une tournée en Afrique centrale pour calmer notamment les Camerounais et les Congolais qui voulaient absolument plus du CFA. Et Pompidou lui-même se réserve l'Afrique de l'Ouest. Alors, il fera une grande tournée en novembre 72 en Afrique de l'Ouest. Il va prononcer à Ouagadougou un discours le 20 novembre 72. Donc, 45 ans avant Macron, on a eu quand même un discours de Ouagadougou prononcé par Pompidou. Et c'est intéressant parce que dans son discours, Pompidou dit par exemple « D'éventuelles importantes modifications ne peuvent être valables que si elles restent compatibles avec la garantie donnée par la France au franc CFA. » Une autre phrase, « L'indépendance et la souveraineté des partenaires de Paris ont leurs limites dans la garantie que donne l'État français, car le franc CFA s'effondrerait demain s'il n'y avait pas la garantie de la France. » Et donc, devant cette diplomatie du chantage, les chefs d'État africains vont reculer. Certains, pas tous. Et Adema, qui avait interpellé violemment Pompidou lors de cette tournée africaine, va reculer. Amani Diori du Niger aussi, mais Amani Diori envoie son président de l'Assemblée nationale, Boubou Hama, faire un speech dans lequel il dit, en fait, nous voudrions bien des aménagements, mais nous ne voulons pas sortir de la zone. Les deux qui tiennent bon, c'est Madagascar et la Mauritanie. Parce qu'il y a des émeutes en mai 72 à Madagascar, et Madagascar sort de la zone un an après. La Mauritanie sort dès novembre
1972. Alors, c'est finalement intéressant. Pourquoi? Parce que dès son retour à Paris, Pompidou va dire les Africains se rebellent, il faut faire des aménagements. Et donc, quels vont être ces aménagements? L'africanisation des cadres. Il faut dire que jusqu'en 1972, ceux qui dirigeaient la BCEAO dans les pays africains, c'était des Français, les directeurs nationaux, ils étaient français. Les sièges étaient à Paris, rue du Colisée. Donc, les sièges vont être envoyés en Afrique, à Dakar pour la BCEAO, Yaoundé pour l'Afrique centrale. Et la réduction du nombre de Français au conseil d'administration des deux banques centrales, donc qui vont passer du tiers au 7e, mais avec quand même le droit de veto. Et donc, pour conclure cette avant-dernière partie, on peut dire que le cœur, le noyau n'a pas bougé, mais la ceinture protectrice, comme dirait Lakatos, elle a été modifiée. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et du côté africain, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'action collective ordonnée. Et donc, quelque part, ça peut expliquer pourquoi ça n'a pas avancé. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Je crois qu'il y a 4 éléments qui peuvent expliquer un peu ce processus ou caractériser ce processus d'élargissement. Le premier élément, c'est juste avant la dévaluation du CFA de janvier 1994, ce qu'on va appeler la doctrine Balladur ou la doctrine d'Abidjan. Donc Balladur fait un voyage en novembre 1993 à Abidjan, et au cours de ce voyage, il dit aux Africains, aucun État n'aura accès à l'aide française s'il n'a au préalable signé un programme avec le FMI et la Banque mondiale. Et donc, c'est la doctrine d'Abidjan, c'est vraiment le fait de dire on intègre le FMI et la Banque mondiale dans le jeu. Ce ne sera plus un jeu bilatéral Paris-Afrique, mais le FMI va rentrer. Et c'est très intéressant, on en reparlera peut-être dans les discussions, parce que le directeur général du FMI est toujours français. C'était en l'occurrence Michel Camdessus. Et donc, le trio qui a piloté la dévaluation, c'est Camdessus, Michel Roussin, ministre de la Coopération, Anne Le Laurier, qui était le Sherpa ou la Sherpa de Balladur, et Sarkozy, qui était ministre du Budget, avec leur vis-à-vis, Ouattara, qui était Premier ministre de la Côte d'Ivoire, mais en même temps gouverneur de la BCEAO, puisque Bani n'était que le gouverneur intérimaire. Bon. Donc ça, c'est très intéressant. Deuxième élément que je verse à notre discussion, mais que Martial traite très bien dans son chapitre, dans notre ouvrage collectif, c'est la décision du Conseil européen du 23 novembre 1998 qui insiste sur le rôle de l'Union européenne dans les questions de change relatives au franc CFA. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, aucune décision sur le régime de change ne peut être prise sans l'aval des instances européennes. Donc, c'est un deuxième élément d'élargissement des parties prenantes dont nous pourrions discuter la portée. Troisième élément, c'est la décision prise par l'Angola en août 2015 d'octroyer à la monnaie chinoise cours légal et valeur libératoire sur toute l'étendue du territoire angolais. Pour moi, ça manifeste clairement l'entrée de la Chine via l'Afrique centrale dans le jeu monétaire. Et enfin, quatrième et dernier élément, ce sont les mouvements sociaux anti-CFA de l'été 2016, qui démarrent de l'été 2016, et toute la contestation actuelle qu'on a autour du CFA. Donc, je vais m'arrêter là. Ce sont 4 éléments, à mon avis, qui permettent peut-être d'envisager de quoi demain sera fait. Une dernière phrase de transition vers mon ami Bruno. C'est une question que je pose. Je me suis dit, quelles seront les prochaines concessions que Paris acceptera de faire pour que rien ne change, point d'interrogation.